Un théâtre italien, hein. On a l'orchestre devant, le paradis en haut, et aujourd'hui nous allons pouvoir parler de cet atlas archéologique de la France. Il est là, il est beau, il est gros, et il y a énormément de cartes. C'est une grosse partie de cartes que nous allons lancer grâce à l'INRAP aujourd'hui avec en roi de cœur Dominique Garcia. Bonjour Dominique. Bonjour à toutes et à tous. Président de l'Institut national de recherche archéologique préventive, l'INRAP évidemment, et dame de cœur aussi, Joëlle Alazard, bonjour. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et à tous, et merci beaucoup Dominique pour cette invitation. Je suis très heureuse de parler de cet atlas qui est une publication importante pour les professeurs d'histoire-géographie. Parce que Joëlle est présidente de l'APAG, l'Association des professeurs d'histoire-géographie. Et alors, dame de cœur, on ne peut pas en avoir deux dans un jeu de cartes. Dame de pique, ça fait un peu truelle. Pour l'archéologie, c'était pas mal. Non, je ne sais pas, faut réfléchir. Claudia Moatti, bonjour Claudia. Bonjour et merci de cette invitation. Professeur à l'University of Southern California. Et oui, ça pose un personnage quand on a dit ça, et c'est grâce à vous, le monde romain qui s'offre à nous. Mais c'est surtout aujourd'hui l'Atlas qui est le héros de notre conversation, avec l'idée même de l'Atlas. Dominique, pourquoi un Atlas pour parler d'archéologie ? En 2022, l'INRAP a fêté ses 20 ans, et donc quand on fête un anniversaire, on a tendance à faire des bilans. Et donc j'ai souhaité, moi, que mes collaborateurs me donnent une carte des interventions que nous avons réalisées, nous, INRAP, sur le territoire national. Et donc on m'a sorti une belle carte de France dans laquelle il y avait 50 000 points, l'endroit où depuis 20 ans l'INRAP était intervenu. Et à la fois ça donnait, on est entre nous, une certaine fierté en disant voilà, on était partout, en métropole et dans les Outre-mer, il n'y a pas un département, pas une région où nous ne soyons pas intervenus. Et puis à la fois après le moral est tombé assez rapidement en disant 20 ans, 50 000 trous, et pourquoi ? Et donc, tout de suite après, voilà, pour dépasser ces petits moments de dépression, on s'est réunis, 2 éditrices, 14 collaborateurs, 2 directeurs, Marc Bouiron et moi-même, et puis une cartographe, Aurélie Boissière, en disant, ces 50 000 sites, on va les passer au tamis. Et on va essayer de voir ce qui est bon et ce qui est pas bon. On va les mettre en carte. On va les mettre en carte de la période la plus ancienne à la période la plus récente. Il y a 1 million d'années jusqu'à nos jours. Donc on a classé comme ça de manière très traditionnelle par grande période. On a produit des cartes par période. On a fait aussi, là où on est entre nous, je l'avouerai pas 2 fois, un contrôle et qualité. C'est-à-dire que sur les 50 000 sites, il nous en est resté 35 000, parce qu'il y a des sites qui avaient donné peu, des sites qui étaient mal situés, des sites qui, ma foi, n'avaient pas porté ce qu'on avait souhaité. Donc 35 000 sites qu'on a triés par période, qu'on a mis sur des cartes. Et là aussi, deuxième déception, d'être, c'est sans doute lié à mon vieil âge, encore déçu. Une fois qu'on avait mis les cartes par période, les sites par période, il y avait, m'est revenue cette petite phrase d'Edgar Morin. Est-ce que l'accumulation de connaissances fait de la connaissance ? C'était bien de dire qu'on avait 5 000 ou 6 000 sites du Haut Moyen-Âge, 5 000 ou 6 000 sites néolithiques, partout, comme si on avait presque douté qu'il y avait eu des endroits où il n'y avait personne, mais ça ne suffisait pas. Donc du coup, là, on a interrogé nos spécialistes, on leur a proposé de mettre en place des sujets, et puis on a fait ce qu'on devait faire. En plus de nos 35 000 sites, on a rajouté ce qu'on appellerait le patrimoine officiel, le dolmen, la chapelle, la villa romaine qu'on connaît tous autour de nous et qui était nécessaire de remettre sur ces cartes-là, plus les fouilles programmées qui sont réalisées par nos collègues du CNRS, de l'université, des collectivités, du ministère de la Culture, ces laboratoires à ciel ouvert. Et donc, on essaie de rassembler la quasi-totalité de la documentation archéologique. Et là, du coup, on avait quelque chose qui était un peu plus fiable, quelque chose qui était lisible par période, quelque chose qui était problématisé avec les questions qui étaient posées, et donc qui permettait d'avoir cet ouvrage qui lui aussi est contrasté. Il nous dit des choses précises sur certains points, il pose des questions sur d'autres, et puis, comme tous les atlas,
ils pointent les zones blanches, ils pointent les sujets que l'on a peu abordés. Et donc, du coup, à la fin, ça nous a redonné de la confiance parce que, voilà, il y avait la petite dépression, tout ça pour ça. Et puis, ça nous a donné presque envie de dire, pas pour moi, mais pour d'autres, tiens, on peut repartir pour 20 ans parce qu'on a des questions posées pour les 20 ans qui viennent. Il y a encore des endroits où on n'a pas travaillé. Il y a encore des sujets qui peuvent naître. Il y a encore de l'émotion qui peut surgir. Et puis, il y a des éléments historiques sur lesquels on peut s'interroger. Et dernier point, pardon, la question était simple. La réponse était un peu trop longuette. Deuxième point, dans cet ouvrage, si on l'a fait sous forme d'atlas, ne nous cachons pas, c'est parce que ces dernières années, on avait été émerveillés par de beaux atlas, notamment les atlas de Christian Gratelou, et qu'on s'était dit, tiens, c'est beau un atlas, c'est un livre, quelque chose qu'on veut garder, c'est une carte qu'on interroge, donc l'influence de Christian Gratelou, qui le sait, a été importante, et parfois d'ailleurs, on a travaillé certains brouillons avec lui. Mais deuxième point, on avait aussi, et ça, je suis là entouré d'historiens et des fous d'histoire, on avait cette frustration, nous archéologues, d'apparaître dans les atlas archéologiques ou dans les livres d'histoire uniquement pour illustrer des dates, des événements, ce qui faisait l'histoire. Et puis nous, archéologues, on venait nourrir par quelque chose qui était sensible, facile à recueillir. Et donc du coup, cet atlas, on l'a voulu archéologique parce qu'on a essayé de donner des épaisseurs à des événements. Alors, on ne fait pas de la non-histoire, au contraire, c'est un livre d'histoire, mais à la place de s'arrêter sur, je sais pas, la guerre des Gaules, mais on essaie d'expliquer sur plusieurs siècles pourquoi il y a eu la guerre des Gaules. Et on essaie de voir comment le phénomène, voilà, plutôt que de poser les cités romaines, c'est quoi le processus d'urbanisation. Et donc, en fin de compte, on a sédimenté, le travail d'archéologue, on a mis une stratigraphie à tous ces éléments historiques, qui sont des repères essentiels, mais pour lesquels nous, on a voulu montrer l'épaisseur du sol. Voilà. 35 000. Non, mais si on se dit on s'en fait un par jour, ça fait quand même 35 000 jours. C'est un petit peu long. Là, il y a un atlas. C'est quand même beaucoup plus pratique. Joël, dans la transmission de l'histoire, moi je suis très sensible à la chronologie, on l'est tous, hein, c'est important la chronologie, les cartes aussi, la localisation. On dit toujours auprès des élèves, mais on sait bien que nous sommes tous tout le temps des élèves par notre curiosité. L'idée d'apprendre et de comprendre doit reposer sur des éléments, des repères. La chronologie c'est une chose, la carte c'en est une autre, et parfois les deux se croisent. Alors effectivement, la carte est essentielle pour les professeurs d'histoire-géographie, pour localiser, pour spatialiser, pour comprendre aussi les dynamiques géographiques, les propagations, les circulations. Et en cela, l'Atlas est très riche, hein. On a un goût très fort qui s'est développé pour l'archéologie chez les professeurs d'histoire-géographie. On l'a toujours utilisé, notamment pour les périodes les plus anciennes, hein, évidemment, dès qu'on a la préhistoire à enseigner, puisque là on n'a pas de texte, mais on utilise aussi beaucoup l'archéologie sur les chapitres, en fait, dès que l'on aborde l'Antiquité, le Moyen-Âge, la période moderne ou même la période contemporaine. Donc les cartes, ça peut venir en appui d'un discours, ça peut venir aussi préciser un discours, hein, et peut-être que tout à l'heure on parlera de certains exemples, par exemple sur la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, que nous enseignons au collège, au lycée, en LP. Ces cartes sont très précieuses justement pour enraciner les événements et puis voir la violence, par exemple, des destructions. Et aider aussi les élèves à mémoriser aussi tout ce qu'on leur transmet. C'est vrai ça, aider à mémoriser. La carte, elle est là pour ça. Et dans ce qui vient d'être dit, moi j'entends qu'il y a la localisation, c'est vrai que le point sur la carte c'est important, et il y a les mobilités, Claudia Moati. C'est vrai que cette notion de mobilité, elle est très importante, et la carte est ici un élément, j'ai envie de dire, simple pour comprendre des mobilités, pour les montrer, pour les rendre visibles. Oui, les mobilités, ce sujet fait partie des renouvellements que l'Atlas historique, que l'Atlas archéologique propose aujourd'hui. Il y a plusieurs thèmes qui recoupent les nouveaux travaux, les travaux les plus récents des historiens, mais celui-ci me paraît extrêmement important, non pas parce qu'on n'aurait jamais autrefois évoqué les routes ou les échanges, mais qu'on les évoque de manière différente.
Et ce que montre cet atlas de manière très très importante et très récurrente, parce que pour chaque période, il y a une carte qui est consacrée aux circulations, c'est que précisément, contrairement à ce que les démographes ont pensé jusqu'à la fin du XXe siècle, jusque dans les années 1970, les périodes les plus anciennes ont été marquées par une mobilité très forte. On n'est plus dans cette vision d'un monde sédentaire jusqu'à la révolution industrielle que le fameux démographe Zelensky, non pas Volodymyr, mais Wilbur, avait essayé de placer. Il avait parlé d'une sorte de mobility transition, l'idée que tout d'un coup, grâce à la révolution industrielle, la révolution des transports, le monde s'était mis à bouger. Mais non, les mobilités commencent dès l'époque les plus anciennes, dès la préhistoire, on le sait, mais surtout pour ce qui nous concerne, ce qui me concerne, dès l'époque historique. Et on voit bien au fil des cartes se développer des réseaux, avec cette idée par exemple que les Romains ne sont pas les premiers constructeurs de routes, mais qu'il y a toute une continuité. Donc on voit dans ces cartes à la fois cette continuité du souci de la voirie et de l'usage des fleuves, et en même temps, évidemment, pour chaque période, des transformations, des déplacements de cités, déplacements de pôles d'intérêt, de pôles de circulation, qui sont tout à fait remarquables. Et je voudrais juste dire un mot d'émerveillement devant cet atlas, pour au moins deux raisons. D'abord, on découvre une France qu'on ne connaissait pas, avec la multitude des toponymes que moi je ne connaissais pas. Enfin, je découvre une France incroyablement variée, incroyablement nommée, contrairement à ce qu'on voit d'habitude sur les atlas, sur les cartes avec les grandes villes. Là, vraiment, pour chaque carte, des toponymes nouveaux, et je trouve ça merveilleux. Vraiment, cette France en continu du sous-sol, qui nous révèle des lieux absolument remarquables. Et puis la deuxième chose, c'est ce que disait Dominique Garcia, c'est qu'on voit à travers ces cartes comment on peut construire un discours historique à partir de myriades de sites et de découvertes. Et l'atlas est vraiment bien organisé, puisqu'on a une première partie dans chaque chapitre qui est consacré à un discours général avec une carte très très détaillée. Évidemment, cette carte, elle saisit la période à un moment précis, mais enfin, on en reparlera tout à l'heure. Et puis dans la deuxième partie, une analyse de documents. Et donc, on voit bien comment se construit le discours historique, et je trouve que c'est un progrès magnifique. Sur l'image qu'on vous projette, la couverture de l'Atlas, c'est vrai que l'image aplatit un peu les choses, parce que sur la vraie couverture, vous avez ce qu'on appelle un vernis, c'est-à-dire que ça brille, et c'est brillant, authentiquement brillant, parce que on parle de cartes, mais il n'y a pas que des cartes, c'est important de le souligner. Il y a des textes, bien sûr, il y a des documents de tout type. Je pense que le mieux, c'est de commencer d'en voir une de ces cartes, et avant toute chose, Dominique, il y a une interrogation qui, moi, me vient à l'esprit dès qu'on parle d'histoire associée à un pays, la France, à des frontières d'aujourd'hui. C'est une vraie réflexion qu'on peut avoir, de dire qu'est-ce que signifie France quand on réfléchit, par exemple, à ce qu'on voit là, l'arrivée des populations néolithiques. Et ça, en soi, on le sait, ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, le proposer comme ça, sous forme d'un atlas, ça a un sens. Et il faut clarifier la chose. C'est pas la question la plus simple. Là aussi, ça nous a taraudé au départ quand on a dit mais c'est quoi l'espace que l'on va prendre en compte. Alors moi, je vais vous avouer, là, je suis dans le jour où j'avoue tout. Je vais vous avouer deux choses. Un, moi, le mot national, il me fait pas peur. Dire tiens, moi, je préside l'Institut national d'archéologie préventive, et réfléchir à l'échelle de la nation et offrir de la documentation pour la nation ne me dérange pas. Donc le mot déjà me faisait pas peur, mais une fois qu'on a dit qu'il ne fait pas peur, il faut pas qu'il effraie les autres. Et deuxième point, c'est comment cet espace-là pouvait permettre justement d'être national, de pas être nationaliste et de pas être étriqué. Et à ce moment-là, on a eu trois démarches, on a eu
trois approches. La première, celle qui était soulignée à l'instant, c'est d'ouvrir. Au départ, on prend une échelle qui nous semble être l'échelle dans laquelle on va replacer justement le territoire national, la France. Donc pour la première humanité, pour le paléolithique, on prend effectivement un espace qui est l'Afrique, l'Eurasie, pour montrer l'origine de l'homme à partir de l'Afrique. Et ensuite, on se concentre sur les traces de ces migrations sur notre territoire national. Pour la période du néolithique, pareil, on va prendre une carte qui va du Proche-Orient jusqu'à l'Atlantique, et puis ensuite, on réfléchit même à un phénomène plus large, qui est celle du processus de néolithisation partout dans le monde. Pour l'Antiquité, bien entendu, c'est l'échelle euro-méditerranéenne qui va être essentielle pour réfléchir, bien entendu, au monde étrusque, au monde grec, au monde romain, et ensuite on zoome sur la France. Donc chaque fois, on aura contextualisé ce qui constitue aujourd'hui le territoire national. Ça, c'est la première approche. Donc, dire on assume cet espace parce qu'on le contextualise, parce qu'on est quand même des chercheurs et que c'est notre travail de le faire. Le deuxième point sur lequel on a essayé de l'assumer, c'est de dire que cette archéologie préventive, qui n'a pas que des qualités, celle qui efface le patrimoine pour laisser libre à l'aménagement du territoire, pour le rendre vertueux, il faut qu'ensuite on puisse restituer cette documentation. Et de dire, tiens, la France, et c'est presque un cas unique au monde, privilégie ce processus double de découverte du patrimoine et d'aménagement. Et donc, du coup, c'est intéressant de le prendre comme étant un espace de réflexion. On a produit 50 000 sites, l'INRAP, ces 20 dernières années en France, alors qu'en Italie, voilà, on les a conservés. L'exemple que je cite souvent, à Paris, on a 15 lignes de métro. Ils ont 15 lignes de métro. À Rome, ils en ont que 2, non pas parce qu'ils savent pas construire des lignes de métro, c'est parce qu'ils ne cassent pas les vestiges qui sont en sous-sol. Donc nous, on a eu la responsabilité d'effacer ce patrimoine. Aujourd'hui, c'était bien de faire un bilan et de l'assumer en tant que tel et de pas le noyer, y compris statistiquement, avec d'autres pays où les vestiges étaient tout autres. Et le troisième point, c'était de dire tout historien travaille à partir de sources, à partir de fonds, de côtes, et tout archéologue travaille à partir d'un terrain. Et nous, on va dire, tiens, voilà, cette archéologie préventive, elle a transformé la France en grand site archéologique, et nous, on va dire qu'on apprend la France comme un terrain d'études, comme un laboratoire à ciel ouvert pour la métropole et pour les Outre-mer, et en disant, voilà, dans cet espace-là, ce que l'on a pu dire, et puis après on le compare avec les espaces proches ou des espaces lointains. Et dernier petit astérisque qui, dans l'actualité actuelle, n'est pas anodine, c'est que notre archéologie préventive, elle s'applique en métropole, mais elle s'applique aussi dans l'océan Indien, elle s'applique dans les Antilles et en Guyane. Et or, les vestiges archéologiques qui sont découverts aujourd'hui dans les Antilles françaises, en Guyane et dans l'océan Indien, éclairent aussi d'autres régions du monde. Et de dire, on n'a pas que des qualités, on ne fait pas que des choses bien, mais aujourd'hui, on en sait plus sur l'occupation ancienne du plateau des Guyanes, grâce à ce qu'on a pu faire en Guyane. On en sait plus sur le peuplement de l'arc des Caraïbes, grâce à ce qu'on a fait là. Et donc, du coup, voilà, de ce truc qui va nous agacer en permanence, en disant pourquoi la France, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, mais c'est un endroit où on a mis une méthode, et cette méthode, avec ses faiblesses et ses qualités, elle peut permettre d'éclairer d'autres dossiers tout autour. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais un petit astérix de la part de Dominique Garcia, spécialiste des Gaulois. Non, mais c'est le plus bel astérix que j'ai entendu. Avec ici, Joël, malgré tout, un autre aspect qui nous intéresse, c'est l'identification. Alors moi, c'est vrai que dans la recherche historique, on parle moins d'identité aujourd'hui, qui serait une étiquette collée aux gens, mais d'identification, c'est-à-dire comment les individus construisent leur identité. Et c'est vrai que l'idée du pays, de la nation, c'est aussi un élément qui entre en compte dans les programmes d'histoire et de géographie. C'est bête comme tout de le dire, mais quand on voit une carte, bien souvent, on regarde de là où on vient ou là où on est, qu'est-ce qui s'est passé auparavant. Et c'est vrai qu'auprès des élèves, c'est très important de montrer, voilà l'échelle nationale, et puis voilà le local, et puis pourquoi pas, voilà les interactions avec l'ailleurs. Oui, complètement. C'est la logique des petites patries aussi. Et puis d'ailleurs, dans les petites classes,
où on parle aussi d'archéologie. Les collègues qui sont dans l'association, qui enseignent en élémentaire, nous parlent régulièrement de leurs projets. On parle de l'environnement local aussi. Donc là, cet atlas qui est si richement documenté et comme Claudia Moatti le rappelait au début, fait intervenir, nous présente des localités qu'on ne connaît pas forcément, s'avère d'une grande richesse. Partir du local pour construire des connaissances beaucoup plus générales. Et je rebondis sur ce que disait Dominique. Un des gros apports aussi de l'Atlas, là, c'est de parler des Outre-mer. On a des cartes qui sont extrêmement précieuses, qui sont profondément originales, parce que l'INRAP a beaucoup fouillé en fait dans les Outre-mer. Et par exemple, pour les classes qui sont sur place, évidemment, je pense que ce sont des ressources très précieuses et très appréciées. On a d'ailleurs des retours des collègues. Et pour nous, par exemple, quand nous enseignons l'esclavage, le développement d'une économie sucrière, le commerce triangulaire, on a là maintenant des outils aussi très précieux pour enraciner les connaissances, pour voir les différents sites, les cimetières d'esclaves, les plantations, et essayer d'approcher vraiment la matérialité en fait de la vie de ces hommes, de ces femmes, la vie quotidienne. Et puis la carte, tout à l'heure, j'ai regretté de ne pas l'avoir dit, donc j'en profite. Pardon, j'ai l'esprit d'escalier. La carte, c'est aussi un outil de formation, d'interrogation sur justement les espaces qui restent à couvrir, ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas. Et ça montre aux élèves que nos disciplines sont des disciplines toujours en construction et que le savoir se renouvelle en permanence, justement, grâce à ces travaux, et notamment ces travaux archéologiques. Et l'archéologie, c'est vrai que dans son rapport à l'histoire, c'est quelque chose de très particulier, parce que c'est une source supplémentaire, ça on le sait tous, et ça ne pose aucun problème, mais ça change aussi les réflexions. Et c'est vrai que Claudia, il y a comme quelque chose qui ressemble un peu à la preuve. Joël parlait de matérialité. C'est vrai que les textes, c'est une chose. La guerre des Gaules, c'est formidable. Mais après, il y a le site. Et regardez, c'était ça. Et voilà ce qu'on a trouvé. L'archéologie, ici, c'est un regard autre qui enrichit ce qu'on a longtemps appelé l'histoire, qui se souciait peut-être un peu moins de l'archéologie, si c'était les grands palais ou les grandes tombes. Ouais, il est clair que l'archéologie étend le champ de l'historien. Je dirais de deux manières. Premièrement, parce que ça l'étend chronologiquement. Il y a des périodes qui ne sont attestées que par l'archéologie. Ça l'étend thématiquement. La vie matérielle des esclaves, par exemple, n'est pas du tout attestée par les sources écrites. Mais ça l'étend également du point de vue documentaire, parce que peut-être ça n'apparaît peut-être pas assez dans ce livre, mais l'archéologie non seulement fait émerger de la culture matérielle, mais elle fait émerger de la culture écrite. Nos sources épigraphiques, papyrologiques, se développent, contrairement aux textes littéraires, grâce à l'archéologie. Donc il y a évidemment non seulement complémentarité, je me rappelle une époque où on parlait de l'archéologie comme une science auxiliaire de l'histoire, c'est totalement terminé. C'est un champ entier dont l'histoire évidemment a besoin, mais qui en plus a pris une autonomie remarquable par l'association à des sciences dures. On voit bien cela à travers cet atlas aussi. Je crois que ça, c'est important de le dire. C'est que l'archéologie ne se contente pas simplement de creuser le globe, comme dirait mon mari qui se moque de moi, mais elle s'associe à des sciences, à la biologie, à la chimie, à toutes sortes de sciences que Dominique Garcia pourra mieux énumérer que moi. Mais il y a eu des progrès considérables. L'étude, par exemple, pour revenir aux mobilités, l'étude des nécropoles aujourd'hui, par l'analyse des dents, l'analyse des recherches biologiques très très poussées, permet de comprendre, en partie en tout cas, l'importance des migrations dans les temps passés. Donc il y a, je pense que cette triple
augmentation du champ historique mérite vraiment d'être pris en compte. Et on le voit bien ici, chaque auteur des chapitres met l'accent sur ce que l'archéologie produit et la façon dont l'archéologie complète les sources écrites. Donc oui, ça me semble très très important. Joëlle ? Oui, il y a une révolution de l'archéologie qui renouvelle profondément nos connaissances. Et on a la chance aussi d'avoir une génération d'archéologues qui veut absolument aussi vulgariser les trouvailles, les archives du sol, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 50 ans. Donc merci aussi aux archéologues en fait, qui rendent leur connaissance et le renouvellement des connaissances accessibles très rapidement à tous les historiens, à toutes les historiennes, et qui multiplient en fait les interventions, les publications dans l'espace public qui sont absolument incontournables à présent. Et allez faire un tour sur le site de l'INRAP. Oui. C'est exceptionnel. Enfin, je vous assure, pour beaucoup y aller, et surtout regarder quand on évoque, parce que la presse adore ça, hein, la découverte sensationnelle. On a beaucoup d'articles qui sont en fait une synthèse superficielle de la chose. On va sur le site de l'INRAP et là c'est hyper clair et au moins on est au plus près de la recherche et ça c'est hyper éclairant avec cette transmission que Joëlle vient d'évoquer. Dominique, par exemple, sur cette carte, là on est au néolithique, c'est incroyable comment d'une carte, c'est extrêmement simple, ces deux couleurs avec des variants, on saisit tout de suite, d'un clin d'œil, comme ça, ces différentes civilisations, enfin, c'est pas civilisation, c'est différentes cultures qui divisent ce qui est aujourd'hui la France. Oui, cette carte. Mais juste, voilà, vu que la cartographie des compliments, elle est sur l'archéologie, elle est tableau à aujourd'hui. Du coup, moi, je vais continuer dans les contre-exemples et les faiblesses de l'archéologie. Le petit souci de l'archéologie aussi, c'est que les objets suscitent de l'émotion, que l'émotion, parfois, le trouble la raison, et que la carte aussi a la tendance à simplifier, à réifier. Et donc, du coup, dans les quelques cartes que j'ai choisi aussi des cartes qui interrogent et qui permettent de dire, tiens, là, on peut voir d'une manière un peu plus large, pas grâce à l'archéologue, mais grâce à l'archéologue, l'approche historique, et puis la cartographe, qui parfois aussi nous a posé des questions. Aurélie Boissière, on a travaillé avec deux éditrices, Sandrine Bachmeyer et Judith Simoni, qui nous ont posé des questions, et parfois des questions vaches, et la cartographe aussi, à qui on disait, ben voilà, vous avez ça, faites-nous une belle carte, et qui disait non, c'est pas comme ça qu'on travaille, et qui nous a appris à travailler. Cette carte sur le néolithique, on parlait tout à l'heure des migrations, on parlait des mobilités, c'est à la fois quelque chose qui nous touche tous, sans doute, ici, mais dans lequel on peut verser rapidement dans la démagogie. On a tout le temps bougé, c'est normal de bouger, donc aujourd'hui, c'est pas un problème qu'il y ait des gens qui bougent, et puis boum, l'affaire, elle est faite. Pardon, personne ne le fait aussi caricaturalement que je viens de le faire, mais parfois on n'en est pas loin. C'est pas ce qui s'est passé dans les périodes anciennes qui peut justifier ce qui se passe aujourd'hui, et ce qui nous dira ce qu'on va faire demain. Sur cette carte-là, c'est le néolithique. Le néolithique, souvent on dit, ben voilà, c'est le moment où les populations se sédentarisent, c'est le moment où l'agriculture est acquise, c'est le moment où l'élevage est acquis, et on a une grande période, et on dit ça se passe vers 10 000 ans au Proche-Orient et vers 6 000 ans avant chez nous. La carte qu'on présente ici me semble neuve, avec les deux points qu'a précisé Xavier Maudoui, pour les deux espaces, qui moi du coup m'interrogent d'une manière plus large. Le mouvement qu'on a en bas, qui est appelé par les spécialistes impression cardiale, passons, même si le nom veut dire quelque chose, ce sont un mouvement qui vient d'Italie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient néolithiques dans la péninsule italique, qui eux-mêmes faisaient de l'agriculture, qui eux-mêmes avaient domestiqué des animaux, et qui, à certains moments, prennent un bateau, les mêmes, prennent la mer, aboutissent, arrivent sur les côtes du Languedoc et de la Provence, et s'installent. Donc c'est des gens qui possédaient le néolithique, qui arrivent avec une nouvelle technique, mais qui est, voilà, l'agriculture, ce n'est pas rien, ça dure jusqu'à aujourd'hui, l'élevage, avec un mode de vie qui nous interroge et qui est le sujet des rendez-vous de Blois de cette année, la sédentarisation, donc la ville, et ils arrivent, eux, directement, des hommes et des femmes, avec cette technique, dans une terre inconnue. Ça, c'est les flèches du bas, et ça se passe donc à partir de 5008, 5004 avant Jésus-Christ.
La flèche du haut, la partie orangée, c'est le deuxième mouvement qu'on a reconnu des néolithiques en France, qu'on appelle le rubané. Il part du Proche-Orient, il remonte tout le Danube, la vallée du Rhin, il arrive, on va dire, en France en franchissant le Rhin, et ensuite il file la vallée de la Seine. Mais la différence par rapport au cardial, c'est que ce ne sont pas les mêmes personnes qui sont parties du Proche-Orient, qui ont remonté le Danube, qui arrivent dans le bassin parisien. Ce sont des influences de proximité qui ont fait que cette technique, cette approche, cette culture, ce mode de vie est passé d'est à ouest. Et donc, en France, à un moment donné, on a un pays qui est totalement agricole, un pays qui est totalement sédentarisé, un pays d'élevage, à part que le mode d'acquisition de cette nouvelle économie, de cette nouvelle culture, elle est différente. Un par approche, par impression, par influence, et l'autre par acquisition directe. Et donc on a cette séparation nord-sud qui ensuite voudra peut-être dire quelque chose à la période romaine, à la période médiévale, à la période moderne. Donc voilà, mais c'est des éléments sur lesquels on doit amener à réfléchir. Et pour là aussi ne pas terminer par quelque chose qui serait peu nuancé, cette vague rouge qu'on voit en bas est la première forme de méditerranéisation du territoire national. La méditerranéisation, c'est pas d'habiter au bord de la mer Méditerranée, c'est d'être influencé par la culture méditerranéenne, celle des céréales, celle de l'huile, celle du vin, celle de la ville. Et donc, en fin de compte, ce processus cardial, c'est celui qui implante le mode de vie méditerranéen dans cette partie sud. Alors que dans la partie nord, on a des vagues avec des modes qui sont acquis par de proche en proche. C'est clair. Non, mais c'est vrai, c'est génial. Hein. Mais Claudia, c'est intéressant aussi parce que dans cette réflexion qu'on a toujours sur l'Empire romain, le monde romain, et puis nos influences qui viennent du Sud, on voit ici que la réflexion sur le temps long n'est pas exactement la même et que y a une frontière quand même qui traverse notre pays. Ça se ressent ça par la suite ? On le ressent en lisant l'Atlas, on le ressent de manière très très forte. Hein. Il y a vraiment, on voit bien que cette distinction entre le Nord et le Sud persiste. Alors je dirais qu'elle persiste beaucoup moins sous l'Empire romain, mais on la retrouve ensuite à l'époque mérovingienne, carolingienne, on le verra tout à l'heure dans les cartes, où progressivement les centres du pouvoir se remontent vers le Nord. Et où progressivement aussi l'influence de la culture méditerranéenne diminue considérablement, même si les rapports économiques et commerciaux avec la Méditerranée restent une constante. Mais on voit bien un décroissement de la méditerranéisation, au sens où tu l'as expliqué, après la chute de l'Empire romain. L'Empire romain, c'est le moment vraiment où la méditerranéisation de la Gaule est la plus importante, ne serait-ce que pour une raison, c'est en raison des voies de communication et de l'importance de Lyon, par exemple, comme carrefour des routes qui mettent en contact la Méditerranée, l'Europe du Nord, le nord de la Gaule, l'Europe du Nord et toutes les armées du Rhin. Donc là, le système routier romain, lui, a cassé un peu cette séparation entre le Nord et le Sud. Une incise, Lyon, il n'est pas si loin sur cette carte. C'est-à-dire qu'en fin de compte, pendant longtemps, les formes de communication, de circulation sont les mêmes oui, parce que les distances qui sont parcourues, le temps que met une information pour circuler, pour un homme du néolithique qui était fait à peu près comme nous, est l'équivalent de ce qui se passe au 5e siècle avant Jésus-Christ ou au 3e siècle après. Et la notion de fleuve et les zones interfluves qui forment, elles, de véritables frontières, quand, au moment donné, on n'est plus dans une vallée, mais qu'on est dans une zone d'interfleuve, là, oui, il y a une rupture. Et donc, c'est cette géopolitique avant l'heure, sans les textes, avec tout ce qu'on ne sait pas, et qui devait être bien plus compliqué que je ne le résume là, on voit des formes qui se dessinent et qui ne sont pas uniquement des petites patates. Non, mais par exemple, l'axe du Rhône et de la Saône, et puis le Rhin, la Meuse, la Moselle, tout ça, c'est déjà en place à ce moment-là, et ça c'est une continuité incroyable à travers même si Lyon, parfois, est un peu excentré, enfin, on en reparlera, mais on voit bien que ce sont des axes.
naturelle, comme disait Strabon, le géographe Strabon du début du 1er siècle, de l'époque d'Auguste. Il disait la beauté de la Gaule, ce sont ses fleuves, hein, et ils sont incroyablement navigables pendant l'époque antique, peut-être pas tellement à cette époque, je ne sais pas là, pour le coup. Je sais quoi, c'est Pascal qui a dit dans les Pensées que les fleuves sont des routes qui marchent. Voilà, quand le fleuve, on peut pas. Voilà, non, mais c'est ça. Quand le fleuve, on peut pas y naviguer dessus, ben, au moins on peut le suivre, quoi. Donc oui, voilà, c'est une route qui marche. Mais d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir que non seulement les fleuves sont évidemment structurent les mobilités, mais très souvent, il faudrait pouvoir l'interpréter de manière vraiment précise. Il y a des routes qui longent les fleuves. Alors, ça pose un problème de savoir pourquoi on a construit des routes le long des fleuves. Alors, sans doute pour des raisons, il y a plusieurs raisons possibles, mais aussi qu'on ne transporte pas la même chose sur les fleuves et sur les routes. Mais ça pose par exemple, tout le Rhône est longé par des routes au Moyen-Âge, le Danube longé par des routes dans l'Antiquité, enfin, c'est le cas de la Seine à l'époque carolingienne, etc. Pourquoi est-ce qu'on construit des routes le long des fleuves? Une question aux archéologues. On est sur une carte. Hein. L'Atlas, il y a 100 cartes et plans, il y a 200 documents. Vous voyez la richesse de lecture. Non, mais c'est vrai que tout nous pousse à réfléchir et moi, j'avance un peu parce que dans ce système de route, je densifie un peu le réseau et je densifie aussi les localisations. C'est vrai que là, on a quelque chose qui est lié à notre identification, à notre identité. Le vin, bien sûr. Non, mais c'est génial. C'est génial de voir ici comment ça se construit avec... Bon, quand même un peu moins en Normandie. Moi, je suis normand, là, je sens que quand même il y a une zone, mais il y en a quand même, il y en a. Il y en a dans la plaine de Caen. Voilà, dans la plaine de Caen, il y en a un petit peu. Non, mais voilà, il y a aussi l'idée de regarder sur des éléments précis, le vin, là, par exemple, et essayer de comprendre. Oui, cette carte, ça, c'est une des rares sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé. Donc, je peux en parler une minute. Plus on connaît, moins on parle. Je sais ce que je vais essayer de faire. Voilà. Pardon. Cette carte, vous avez une patate jaune en haut, et puis vous avez un endroit où vous avez deux flèches orangées qui ressortent. Et si vous allez à l'endroit où les deux flèches auront le point d'origine de ces deux flèches orangées, vous avez le site de Vix. Et voilà. Et pour les gens très âgés comme moi, ils auront entendu parler dès qu'ils sont nés de la découverte du vase de Vix. Pour les philatélistes, ça existait naguère, ils ont eu le timbre de Vix, et quand on apprend ensuite à l'école que le vase de Vix, le cratère de Vix, c'est le plus grand vase grec trouvé dans le monde antique, on se dit, tiens, mais alors qu'est-ce qu'il est allé faire là? Et puis un jour, on a la chance d'aller dans cette très belle région qu'est le Châtillonnais, on voit le musée de Châtillon-sur-Seine, on voit Vix, et on voit le vase de Vix, on dit, mais pourquoi là? Et donc, l'interrogation, elle y était. Mais on le posait parce que c'est une découverte exceptionnelle. Et ensuite, il y a tout juste 10 ans cette année, en 2025, on va fêter les 10 ans de la découverte de Lavaux. Alors, Lavaux, c'est juste à côté de Troyes. C'est Marc Avenue, l'endroit où il y a les magasins de soldes. L'INRAP réalise des travaux. Et à 50 km de Vix, trouve la même chose que Vix. À peu près contemporain. Un très grand vase, probablement d'Étrurie, une Nokoé figure noire avec un piano, enfin, aussi riche que Vix, juste à côté de Vix, et pas ailleurs. Pas en Normandie, pas en Languedoc, plus près de la mer, et bien plus joli, pas, etc., etc. Et on se dit, pourquoi ça? Et du coup, c'est là où la cartographie est forte. On pose ces sites-là, on pose les éléments contemporains, le courant commercial de la Méditerranée le long de la vallée du Rhône, on voit ce qui va dans l'autre côté, l'étain qui vient de la Bretagne, de la Grande-Bretagne, et qui remonte à la vallée de la Seine, donc là on aborde un petit peu la Normandie, on fait la route de l'Ambre qui descend de la Vers du Nord, et on s'aperçoit que l'Ambre, l'étain, rejoint cette zone qui est ce que j'appelais tout à l'heure, enfin ce qu'on appelle la zone d'interfluve. C'est-à-dire que vous avez un mouvement méditerranéen du sud vers le nord, des influences nordiques, entre guillemets, de la Bretagne et de la mer du Nord vers le centre de la France. Il y a un moment, ça se rejoint. Mais ça se rejoint pas n'importe où, ça se rejoint à un endroit où la communication est impossible. Vous remontez la Seine, qui est vachement belle, vous arrivez à Châtillon, vous voyez la Seine qui fait 1,50 m de large, vous voyez des truites Fario, vous êtes heureux, mais en revanche, il n'y a plus rien
au-dessus, et vous êtes perdu. Et donc, les endroits où on a découvert ces vases sont dans la zone d'interfluve, dans la zone de contact, et c'est là que des gens ont eu assez de pouvoir, où on leur en a donné, pour connecter deux espaces, le monde méditerranéen et le monde du Nord. Et donc, on a ce qu'on appelle les résidences princières, qui sont des États éphémères, et des gens qui ont permis, pendant un certain temps, de connecter le commerce méditerranéen, étrusque, grec, qui avait besoin de produits de première nécessité, du cuivre, de l'étain, des esclaves, des céréales, et qui, pour le monde méditerranéen, et le monde, on va dire, continental, celtique, qui lui renvoyait des produits de première nécessité, ce que les Grecs appelaient le biotos, et on échangeait dans un sens et dans un autre. Et ça explique pourquoi, à un moment donné, Châtillon, Troyes ont été le centre du monde dans cette période de connexion entre deux mondes. Et cerise sur le gâteau, Troyes, donc Lavaux à côté de Troyes, on savait que la tribu qui occupait la ville de Troyes s'appelait les Tricasses. On va parler de toponymie que Claudia a pointé tout à l'heure. Donc Troyes, le nom aujourd'hui, vient de la tribu gauloise qui s'appelait les Tricasses. Et personne s'est interrogé, parce que ça intéressait personne, pourquoi ces gens-là s'appelaient les Tricasses. Or aujourd'hui, on lit un peu mieux le gaulois, le celte, et tri, ça veut dire qui fait traverser, qui fait bouger, et casse, c'est la cassitérite, c'est l'étain. Et donc les gens de Troyes, les Tricasses, étaient les gens qui avaient le pouvoir de faire passer l'étain. Or, en Champagne, il n'y a pas d'étain. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, la bonne ville de Troyes porte le nom de ces gens qui étaient capables de connecter la Méditerranée, qui n'avaient jamais vu, avec la mer du Nord, qui n'avaient jamais vu, mais c'est eux qui faisaient la plus-value de l'affaire, comme aujourd'hui, le tarif du Brent se fait sur le bord de la Tamise, où on extrait peu de pétrole. Voilà. Dominique disait, vu que c'est les vieux qui connaissent ça, non, tout le monde connaît, mais en Normandie, nous, on a vieux. Vieux la romaine. Ah, bien entendu. Voilà, bon, quand même, un peu. C'est vrai que l'Hérault est présent en bout de table et la Normandie en centre de table avec ces relations. Et on parlait, Claudia, de tous ces échanges, toutes ces mobilités. Et c'est vrai que ici, on a quelque chose, on est dans cette compréhension. C'est un atlas archéologique de la France et on aime, quand on voit comme ça, comprendre. Moi, écoutez Dominique, c'est formidable. On comprend la notion de carrefour, c'est vraiment important. Et on voit pour comprendre ce qu'est ce territoire, je dis la France pour simplifier, c'est ça, hein, c'est un contact entre le nord et le sud. Oui, mais ce qu'on voit d'abord dans cette carte, c'est l'importance de Marseille. Il faut quand même le dire, pour la production du vin et la diffusion du vin méditerranéen. On dit toujours que le vin a conquis la Gaule avant les Romains, mais c'est vrai qu'il est passé par le sud pour ensuite se diffuser et ensuite, à l'époque romaine, se développer sous l'influence d'ailleurs des Romains. Donc il y a toute une culture d'État, un contrôle de l'État sur les vignes à Rome. Donc, je pense que ça, c'est une première chose importante, et d'où l'importance aussi de ces amphores retrouvées dans le sud. On est quand même à 5e, 1er siècle avant, c'est-à-dire au moment de la conquête, avant la conquête romaine. Hein. Donc, ça me paraît extrêmement important. Et puis ensuite, effectivement, oui, cette diffusion vers le nord qui précède donc la conquête, mais vers le nord, et ce qu'on va retrouver aussi à l'époque romaine, vers l'Aquitaine, hein, vers Bordeaux, Saintes, qui sont aussi des lieux d'aboutissement de grandes routes d'échange. Et puis si on continue, parce qu'on en a plein des cartes à vous montrer aujourd'hui, mais je vous dis, l'Atlas, par définition, il en est plein, mais j'insiste là-dessus, il n'y a pas que des cartes, hein. On voit des cartes aujourd'hui, mais dans l'Atlas, il y a autre chose, et si on avance dans le temps, c'est là, ici, l'essor du christianisme, avec, c'est intéressant à voir, parce que quand on a évoqué le pourquoi du territoire national, on a aussi, parfois, quelque chose qui dépasse le territoire national actuel. Hein. Oui, alors, cette carte, là aussi, qui me semble neuve, et je ne suis pas du tout spécialiste, quand on parle de l'histoire de France, si on avait fait un atlas qui commençait à Vercingétorix, ou à Clovis, ou à Charlemagne, on ne nous aurait pas dit pourquoi la France.
parce que c'était justement quelque chose qui racontait l'histoire de la France, vu qu'elle est censée, selon les uns ou les autres, commencer à cette période-là. Il y a encore cette semaine, on a vu sur le service public une émission décoiffante qui présentait, pour ceux qui peuvent, qui peut présenter effectivement une histoire de France qui commençait à Vercingétorix. Cette carte-là me semble importante parce qu'elle présente la présence chrétienne sur le territoire national et la progression de ce culte, mais sans effacer ce qu'il y avait avant et ce qui était contemporain. Ce que vous avez en rosé, c'est la présence du paganisme, qui était la religion essentielle et majoritaire, et on le voit sur cette période-là pendant longtemps. Par définition, jusqu'au 4e, 5e siècle, la France était un pays polythéiste et avec ces religions qui étaient payées et qui va perdurer jusqu'à des périodes récentes, y compris dans des périodes 13e, 14e siècle, où on retrouve des témoignages, notamment des amulettes, de ces pratiques, alors qu'officiellement dans les textes, la France est totalement chrétienne. Donc cette carte présente les premières installations, effectivement dans la région d'Arles, de Nîmes, de Marseille, de Fréjus, mais également dans la basse vallée de la Seine, en Normandie, et comment va progresser le culte chrétien selon ces deux axes, du IVe siècle jusqu'à des périodes récentes. Donc ça, on arrive à le revoir à partir effectivement des installations effectivement de lieux de culte, de lieux de baptême, etc., des nécropoles qu'on a pu retrouver, des cultes des martyrs, qui est essentiellement pour notre territoire. Et cette carte présente également des choses qui sont souvent des angles morts de notre histoire nationale, la présence juive, qui est présente dès le 1er siècle dans la région d'Arles, dans le sud de Vaucluse, où on a des témoignages archéologiques, clairs et indiscutables. Je renvoie à l'ouvrage de Paul Samona sur ce sujet, mais que l'on retrouve aussi dans d'autres secteurs du territoire national à des périodes un peu plus récentes. Et puis la présence musulmane qui existe dans le Roussillon, qui existe en Languedoc, qui existe en Provence, et qu'on a tenu à cartographier. Donc ça montre à la fois la puissance, l'installation, et ensuite, bien entendu, la prédomination de la religion chrétienne, mais aussi les autres religions, la manière dont elles existent, la manière dont elles se maintiennent, la manière dont ensuite elles sont placées à l'ombre d'une religion officielle. Voilà. Et puis avec cette carte du christianisme, le vin n'est jamais loin, parce qu'on a quand même du blanc, du rosé et du rouge. Pour le vin de messe, c'est pratique. Voilà. Non mais c'est très important, Joël, ce que vient d'évoquer Dominique. Et là maintenant, on a une carte de la réforme, de la contre-réforme, parce que le fait religieux dans la société est quelque chose d'omniprésent. Et cela produit les tensions que nous connaissons. Et c'est le rôle des enseignantes et des enseignants aussi de pacifier tout cela en prenant du recul et en apportant de la compréhension. Et c'est en ça aussi que, par une carte, c'est un moyen d'approcher le fait religieux d'une autre manière. C'est un moyen de construire les connaissances des élèves qui souvent en manquent et ont tendance à se rattacher à une identité peut-être trop rapidement, alors qu'on sait bien que les identités sont complexes, sont multiples. Et sur la carte d'avant, par exemple, la présence des communautés juives qui sont documentées en fait depuis l'Antiquité est par exemple très précieuse pour nous, pour montrer que la présence de communautés juives dans les grandes cités en fait antiques, médiévales, est importante. On emmène souvent les élèves. On leur montre les bains, les mikvés, par exemple à Montpellier, à Rouen, on a la maison Sublime, et on leur explique que c'est avec la réforme grégorienne et avec le déclenchement finalement de la croisade que cette coexistence devient plus compliquée. Donc pour donner un peu de perspective sur le fait religieux, c'est absolument important. Et cette carte aussi là qui traite de la réforme est très précieuse. Parce que ce sont en fait des chapitres sur lesquels on doit passer assez vite, parce que nos programmes sont toujours très ambitieux. C'est ce qui fait la richesse des cours d'histoire-géographie, mais on a l'impression de cavaler un peu parfois.
Donc déjà, si les élèves comprennent ce qu'est la réforme, Luther, c'est une bonne chose, mais on va très vite, par exemple, sur la France et sur les guerres de religion en France. Donc montrer, par exemple, l'ampleur de l'implantation protestante, pouvoir accompagner ça aussi par des images de destruction qui ont pu être menées, par exemple en Normandie. On parle beaucoup de Normandie, mais on sait que l'iconoclasme protestant a été extrêmement développé et qu'il y a eu finalement plus de destruction dans les églises à ce moment-là que sous la Révolution. Et puis montrer ensuite la reconquête par la contre-réforme, qui a été quand même efficace. Effectivement, ça permet d'enraciner davantage cette histoire, de montrer, d'approfondir tout simplement en fait, et pour les élèves de voir ce qui s'est passé dans leur région. Oui, puis il y a, je sais pas comment ça fonctionne votre mémoire à vous, mais il y a un effet d'efficacité parce que cette carte, on peut la dire, on peut dire les zones de forte présence protestante s'étendent du pays, blablabla, en donnant les différents sites. Mais sinon, on monte la carte et ça flash d'un coup et on le voit, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Dominique. Oui, juste pour rebondir, vous donner les coulisses de cette carte. Cette carte, elle n'existait pas dans notre projet initial. Et donc, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup sué, on s'est parfois un peu frité. Et quand on a terminé notre travail, pas peu fiers, avec notre éditrice de l'INRAP, Sandrine, on est allé voir Talandier pour lui remettre un petit peu tout ça. Et l'éditeur Talandier, qui est une maison sérieuse, a regardé notre travail. Et puis, j'ai vu, moi, l'éditeur et l'éditrice qui nous accompagnait, Judith Simoni, prendre un regard sombre, presque un petit peu de professeur du secondaire, en nous disant « ça va pas, votre atlas, vous ne parlez pas de la réforme ». Et on ne peut pas publier, nous, Talandier, un livre d'histoire dans lequel on ne parlerait pas du protestantisme. Et là, vous auriez vu un Garcia se décomposer en disant, parce que quand même, depuis qu'il est petit, il se fait taper sur les doigts par des instituteurs, il a toujours mal. Et puis, deuxième point, parce qu'il essaie quand même de réfléchir en même temps qu'il se faisait taper sur le bout des doigts, en disant, mais qu'est-ce que je vais faire? Moi, archéologue, je ne connais pas la Saint-Barthélemy. 50 000 fouilles archéologiques de l'INRAP n'ont pas permis de pointer la Saint-Barthélemy. C'est quoi un quartier protestant dans une ville? C'est quoi un vase protestant dans une ville? Moi, je ne sais pas. On connaît quelques cimetières, on a quelques lieux bien identifiés, mais on était perdus. Et donc, j'ai repris mon manuscrit, j'ai repris mes cartes, on a essayé un petit peu de travailler. Et là, la manière, nous, de présenter la réforme, ça a été de présenter la contre-réforme. Parce que du coup, si la réforme est presque invisible, par définition, en revanche, la contre-réforme, elle est visible d'un point de vue architectural, d'un point de vue de l'urbanisme, etc. Et donc, on a fait cette carte réforme contre-réforme pour pouvoir présenter un manuscrit complet à Talandier et passer l'examen au repêchage. Ceci dit, une fois, quand vous passez l'examen au repêchage en septembre, quand j'étais petit, vous en sortez de là en disant j'ai le diplôme, mais quand même, ça vous fait douter. Et c'est fait pour ça, les examens. C'est pas fait uniquement pour punir. Et on se dit, si pour le protestantisme, j'ai pas pu présenter une carte du protestantisme pour la France et que j'ai présenté la contre-réforme, est-ce que quand je présente la carte du mégalithisme au 3e millénaire, avec les grands dolmens, avec les grands menhirs, est-ce que je présente la carte de la religion qui était celle de tous et de l'expression culturelle qui était de tous, ou est-ce que le mégalithisme qu'on vante comme étant le moment où toute l'Europe s'est couverte de dolmens et de menhirs, est-ce que c'est pas une contre-réforme de quelque chose qui était peu visible? Et donc, du coup, ça repose aussi les limites de l'archéologie, qui, elle, travaille avec de la culture matérielle. Quand elle a des textes, quand elle a des images, on croise les données et on arrive à faire cette carte qui paraît satisfaire. Mais en revanche, pour les périodes anciennes, il faut rester sinon prudent ou modeste, mais de dire qu'il y a encore de même peut-être d'autres approches, d'autres techniques qui permettront de compléter ou de nuancer notre approche. Et ça aussi, c'est ça l'Atlas. Il réifie, il pointe, mais c'est aussi une éloge de la nuance en disant faisons attention, il y a des zones en grisé, il y a des zones blanches, il y a des zones où on présente des choses bien visibles, mais à côté, il y a peut-être des choses invisibles qui ont du sens. Ça paraît des truismes, mais en tout cas, c'est des choses auxquelles on a été confrontés et que je voulais partager avec vous. Je voudrais juste préciser une chose concernant ces cartes sur la religion, parce que je trouve que non seulement ça permet de
de visualiser donc la présence des juifs, des musulmans, la contre-réforme, etc. Mais il y a une attention dans cet atlas à l'analyse du sentiment religieux. Et je trouve que ça va aussi dans le sens d'un travail très important qui est fait par les historiens aujourd'hui, où on ne s'attache plus simplement aux pratiques institutionnelles, à la place de la religion, par exemple, dans la cité antique, mais également à la façon dont les individus eux-mêmes ressentaient leur rapport à la divinité, au sacré. Et ça, c'est très présent dans l'Atlas. Je trouve ça vraiment formidable. Et moi, j'avais une question sur la carte précédente, sur la présence juive, parce que dans l'Atlas, il est précisé qu'il y a très peu de traces archéologiques de cette présence. Et c'est très impressionnant, parce que quand on voit l'importance, par exemple, de la présence juive en Champagne, on se demande pourquoi tout a disparu. Donc là, ça mérite aussi une interprétation, sans doute liée aussi aux croisades, évidemment, aux destructions liées aux croisades. Mais c'est très impressionnant de voir le contraste entre ce qu'on sait de cette présence, de son rayonnement incroyable. Les Ashkénazes, ça commence là, au Moyen-Âge, dans cette région-là. Et puis la disparition, ça aussi, c'est une interrogation qu'on a à partir du vide archéologique. Et je pense que ça, c'est vraiment très important à faire ressentir aux étudiants, aux lycéens. C'est notre histoire, hein, et on a travaillé ces dernières années avec Paul Salmona qui a publié deux ouvrages, un à la découverte, deux à la découverte, l'année dernière, une archéologie du judaïsme en France, justement parce que dans un moment de doute, dans un moment de fake news, dans un moment aussi de déconstruction un peu trop rapide, l'archéologie, elle montre le preuve. Enfin voilà, les mikvés on les a, les synagogues on les a, des cimetières on les a. Donc là, il y a déjà quelque chose, même si on ne devrait pas douter, l'archéologie, quand même, la matérialité a du sens. Et une fois qu'on a fait cette démarche en disant la matérialité, elle démontre quelque chose qu'on ne devrait pas démontrer, mais au moins on ne peut pas en discuter. Ensuite, il y a tous les endroits où il y a de l'ombre, ou des endroits où on ne connaît pas. Et là, du coup, c'est le reflet aussi de cette propre histoire. Le côté invisible dans certaines villes. Quand on parlait de toponymie. Paul Salmona a produit une carte un peu facile, mais spectaculaire, des toponymes en lien avec le judaïsme. Il y en a de partout. Des camps des juifs, des villages, etc., des ghettos. Ils sont partout, entre guillemets. Et en revanche, archéologiquement, on les a peu. Et donc, en fin de compte, le caractère invisible a du sens, parce que du coup, ça permet de reconstruire, d'écrire une histoire avec ces éléments-là. L'épreuve, le caractère caché, et puis aujourd'hui, pouvoir arriver un petit peu à pas à mixer, mais à présenter les deux axes de ce dossier, qui est un dossier important, qui est un dossier sensible, qui est un dossier qu'il faut remettre en permanence sur le tableau. Ouais, c'est vraiment important, parce qu'il y a des choses, effectivement, on le sait. On sait que nous vivons parce que nous avons du sang dans les veines, mais on le voit pas, le sang. Et de temps en temps, faut le mettre en place. Et parfois, ça ressemble à un réseau sanguin. C'est vrai, c'est comme on avait du rouge, du bleu sur les cours de SVT avec cette circulation. On a parlé déjà de ces routes, de ces mobilités, Claudia Moatti, mais ici, on voit cette densité qui nous surprend d'ailleurs aujourd'hui, et on ne peut s'empêcher, quand on voit une carte comme ça, de s'amuser à regarder par rapport à ce que nous connaissons des routes d'aujourd'hui. Et on se dit, tiens, mais ça y est, c'est déjà là en place. Oui, alors la route, c'est vraiment magnifique. Et il n'est pas étonnant que dans tous les romans d'aventure, la route soit l'acteur principal. La route, ça a un sens, ça a une histoire et une opacité bien plus importante que les traits qu'on voit sur une carte. Donc il faut garder en mémoire que c'est un acteur de l'histoire à part entière, et c'est le lieu de la mixité sociale, c'est le lieu de la rencontre entre les différentes classes sociales, c'est le lieu qui nous permet de voir se déplacer toute une série de catégories de gens. On a beaucoup travaillé ces derniers temps. J'ai organisé avec Boris Bov, qui est spécialiste du Moyen-Âge, une série de séminaires sur prendre la route, où on voit comment les gens prenaient la route, c'est-à-dire
Est-ce qu'on choisissait les itinéraires en fonction de sa classe sociale? Est-ce qu'on choisissait, comment on démontrait son importance sociale sur la route? Donc il y a vraiment un intérêt particulier aujourd'hui pour les routes, pas simplement pour montrer les mobilités, mais parce que c'est un lieu de la sociabilité. C'est ce que j'appelle un sociotope, hein, où on voit la société tout entière se manifester. Alors ici, évidemment, c'est une carte qui est saisie quand même, il faut le dire, peut-être plutôt 2e, 3e siècle de notre ère, c'est-à-dire le moment de la plus grande extension du réseau routier. Hein, il faut se rappeler que les Romains ont construit 300 000 kilomètres de routes dans l'Empire, dont 100 000 de routes principales. Alors ici, on voit ce que c'est que les routes principales et les routes secondaires. Les routes principales, ce sont lesquelles? Ce sont d'abord des routes qui relient les cités, les chefs-lieux des cités. L'Empire romain, c'est un réseau de cités, et on le voit ici très très bien, que les routes partent de ces chefs-lieux de cités. Mais ce qu'on voit aussi sur cette carte, c'est l'importance des grandes routes qui ont été construites au début du Principat. Enfin, d'abord, la grande Via Domitia dans le sud, qui a été construite à la fin du IIe siècle, au moment de la conquête de la Transalpine, qui devient la Narbonnaise à l'époque d'Auguste. Et puis, ce qui a été mis en valeur, ce sont les voies d'Agrippa. Alors ça, c'est vraiment intéressant, parce que d'abord, on voit que ce sont des routes rectilignes, qui mettent en relation la Méditerranée et le Nord, donc les armées du Rhin, mais aussi tout le commerce qui va vers la Germanie, et puis la Méditerranée, et puis les relations avec l'Aquitaine, cette grande route qui part de Lyon et de Saintes. Et ce qu'on voit de manière très impressionnante avec les voies d'Agrippa, c'est que ce sont des routes rectilignes. Et les Romains se fichent de la géographie. Ils traversent les territoires. On le voit très bien aussi dans la pratique de la centuriation, c'est-à-dire du quadrillage des terres pour les distributions de l'eau de terre, où on coupe à travers les collines. C'est vraiment l'opposé des Grecs. Les Grecs s'occupent du paysage, les Romains dominent la nature et le paysage. Donc, ils se fichent de la géographie, ils l'ignorent superbement. Et ils tracent des routes rectilignes. Au Moyen-Âge, quand on commence à retracer des routes, elles suivent les courbes, les rivières, etc. Ici, donc, le projet, c'est quand même de quadriller l'Empire et de relier les chefs-lieux des cités. C'est ça qui est le plus important. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que ce sont des routes qui ont nécessité, et ça c'est très important, qui ont nécessité énormément de recherches topographiques, scientifiques. C'est quand même tracer un réseau routier, bien, même s'il n'est pas complètement nouveau, puisqu'il prend la suite des voies gauloises, qui ont été bien identifiées par l'archéologie. Mais c'est quand même un réseau routier qui est parfaitement dominé et qui nécessite énormément de recherches scientifiques. Et ça, c'est très important de comprendre que la conquête du territoire, la mainmise sur le territoire, c'est aussi une mainmise scientifique qui fait progresser la connaissance. Donc il y a un lien entre la mainmise sur le territoire, la conquête et la connaissance scientifique. Alors, il faut rappeler aussi peut-être que ces routes vont être destinées à durer longtemps parce qu'elles ont un empierrement très très important. Elles sont très solides. Elles ne sont pas toutes pavées. Les routes pavées, c'est surtout les routes à l'approche des villes, mais c'est ce qui explique que ce système routier, ce réseau routier, va durer très longtemps, y compris à l'époque mérovingienne ou carolingienne. On voit subsister évidemment ce réseau routier. Alors, il faudrait peut-être aussi montrer à travers cette carte l'importance des voies fluviales navigables qui sont en bleu et qui sont très importants, mais non seulement les grands fleuves, mais aussi, et ça que l'archéologie a bien montré, les voies, les petites rivières, les cours d'eau, enfin les cours d'eau secondaires, qui sont l'objet d'aménagements, de quais, d'aménagements de petits ports, de quais comme à Bourges par exemple,
où de même on voit le renforcement des ports naturels, hein, celui de Bordeaux par exemple, qui est renforcé, et les Romains ont renforcé les ports naturels, construit des ports artificiels partout en Méditerranée. Donc il y a une volonté radicale de mettre en communication pour des raisons politiques, pour des raisons militaires, bien sûr, mais pas seulement. Et ce que montrent les sources écrites, alors là, pour compléter un peu la carte, c'est d'une part la grande diversité des gens qui circulent sur ces routes, hein, les routes, pas simplement les routes fluviales qui sont certainement moins coûteuses pour les transports de biens matériels et notamment de charges lourdes, hein, mais également sur les routes terrestres, sur les voies terrestres, donc une grande diversité de gens qui circulent et en même temps une incroyable connectivité, comme on dit aujourd'hui, dans tout l'Empire, avec, donc je reviens là-dessus, sur le contact entre le Nord et la Méditerranée, et il faudrait, on ne le voit pas très bien sur la photo ici, mais rappeler également qu'il existe à cette époque un commerce de longue distance qui est extrêmement important. Alors si on prend Lyon, qui était en relation avec l'ensemble du bassin méditerranéen, mais prenons Palmyre, hein, en Syrie, qui mettait en contact la Méditerranée et toute l'Asie, l'Extrême-Orient, y compris jusqu'à la Chine, ou Alexandrie, qui met en contact l'océan Indien et la Méditerranée. Donc il faut imaginer que ces routes maritimes, fluviales, terrestres, montrent que l'Empire romain était vraiment un monde en mouvement. Et ça, c'est quelque chose de nouveau, je pense, dans l'appréhension de l'Empire. Et puis, on l'a bien vu, hein, sur cette carte-là, cette route qui relie Bordeaux à Lyon, quand on sait aujourd'hui comment c'est galère. C'est le Massif central. Les Romains, c'est Sainte, c'est Sainte, voilà, c'est Sainte, voilà, Sainte. Non, mais voilà, les Romains, ils avaient quand même résolu le problème. Et puis, c'est vrai que c'est une histoire sur le temps long. Moi, j'aime vraiment beaucoup le choix de cet atlas, de toutes ces cartes qui nous font comprendre le temps long, mais avec toujours. Et c'est en cela, hein, Dominique, qu'on sent que le choix de la France est pertinent, parce que on a ce découpage que l'on connaît et qu'on connaît très bien, c'est notre pays. Et on le voit dans le temps. Donc la comparaison, elle arrive immédiatement. On l'a dit, on est parti du néolithique. On est passé par le monde romain. Là, on a des châteaux et des communications. Et sans faire d'effort, on comprend, ça nous saute aux yeux. Oui, il y a voilà, cette volonté de montrer de quoi notre territoire est l'histoire, et de montrer, je trouve, là, la première question était sur l'hexagone qui était sur la couverture. Là, on a vu tout à l'heure dans la carte du monde romain qu'on avait les provinces de Germanie, qu'on avait inclus dans notre étude, avec le même niveau d'analyse, qu'on avait inclus les provinces alpines, là aussi, dans la carte tout à l'heure de la Gaule, ce qui était nécessaire. Et en revanche, voilà, pour cette période plus récente, là, au contraire, on a un petit peu, et c'est de montrer justement pourquoi les frontières étaient tout autres. Donc il y a cette volonté, voilà, de jouer sur la carte et le territoire, sur les points, sur les limites, pour que la limite elle-même, pour que la France, pardon, le territoire sur lequel on travaille, soit aussi un objet d'étude en tant que tel. Oui. Non, et justement, là, on voit bien la part de Lyon, qui est complètement à l'extérieur, marginalisée, et qui ne réintégrera le royaume de France qu'au XIVe siècle, à l'intérieur, vraiment, du territoire. Donc, je trouve que ça reste quand même un réseau de communication et d'échanges tout à fait important, mais à l'extérieur, marginalisé par rapport... marginalisé et déplacé aussi, parce que Lyon s'est déplacé à ce moment-là de la colline de Fourvière vers la rivière. C'est un mouvement qu'on voit très bien à l'époque carolingienne, fin carolingienne et le bas Moyen-Âge, où les villes se déplacent en quelque sorte, ou en tout cas où se créent le long tous les centres de pouvoir se créent le long des rivières et des points d'eau, quoi. Et ça, c'est une nouveauté par rapport à l'époque antique. Et juste souligner également, parce que je n'y suis pour rien, du travail fait par chacun des auteurs en essayant de valoriser une thèse.
C'est le jeu Oui. qu'on a joué, quoi. Par chapitre, on a dit à nos collaborateurs, à nos collègues, mais c'est quoi que tu aimerais montrer à cette occasion, parce qu'on sait qu'on ne le refera pas 2 fois. Et là, en l'occurrence, pour le monde romain, la carte qu'on a vue tout à l'heure sur les voies, c'est Olivier Blin qui l'a traité. Et lui, pour la circulation, c'est qui lui plaisait. Alors que moi, je lui avais commandé de mettre en carte les routes romaines. Lui, il a dit non, s'il y a les routes, il faut qu'il y ait les fleuves, il faut qu'il y ait les ponts, il faut qu'il y ait les ports, parce que c'était connecté, comme ça a été dit tout à l'heure, comme aujourd'hui, quand on prend le train et on va vers la Normandie, on voit, je vais arriver à la gare de Lison, et quand je serai à Lison, il faudra que j'aille à Saint-Lô, et là, il faudra qu'on vienne me chercher, quoi. Voilà. Donc, on a essayé de faire une carte des communications qui inclut l'ensemble des moyens de communication et qui étaient connectés à l'époque, c'est-à-dire qui étaient fonctionnels par ces populations. Et là, voilà, c'est la petite idée où chaque fois, pour chaque chapitre, on a dit, ben ça, on va essayer de le faire. Et c'est le petit défi qu'on a lancé à la cartographe. Et en l'occurrence, là, voilà, Olivier Blin qui a dit, il faut y aller dans ce sens-là. Ce qui était peut-être parfois contre-intuitif, quoi, en disant, ben, si on met les millières, si on met les voies, ce qu'on voit généralement dans, voilà, je consultais encore l'histoire de la France urbaine, qui pourtant est une Bible, mais la carte des voies est celle des voies sur un fond neutre, quoi. Il n'y a pas les fleuves, il n'y a pas les ports. Oui, on le voit bien, par exemple, sur cette carte-là, il y a énormément d'éléments à comprendre avec des châteaux, mais on voit les régions de production du textile. Donc c'est intéressant aussi de croiser sans cesse les différents éléments, par exemple la captation, le transport et la mise à disposition de l'eau. C'est marrant, Joël, hein, parce qu'ici, on croise plein de préoccupations autres. C'est-à-dire que ces préoccupations actuelles, hein, c'est la question de l'eau, c'est le programme de géographie, et d'un seul coup, ça peut surgir en histoire. Oui, oui. Moi, j'aime beaucoup les cartes qui portent sur la Renaissance dans l'Atlas, parce qu'elles nous invitent à revisiter différemment la Renaissance, en fait. Et celle-ci, là, donc, qui porte vraiment sur le XVIe et puis le XVIIe siècle, montre la continuité des aménagements liés à l'eau, et avec de nombreux sites qui ont été fouillés aussi par l'INRAP. Donc on voit à la fois les bassins, les réservoirs, les canalisations, les puits, les fontaines, les sources, mais aussi tous les jardins qui se développent à l'époque de la Renaissance, en lien avec les châteaux. Hein. Et évidemment, là, on est dans la plus belle région pour en parler, pour parler de cette vie aristocratique, de la vie de cour aussi qui s'y développe, et questionner finalement ce qu'étaient ces jardins, et donc la nécessité de l'eau pour les entretenir. On peut revenir aussi sur un certain nombre de fêtes qui étaient organisées dans les châteaux. Hein. On n'hésitait pas à remplir parfois la cour du château avec de l'eau pour mimer, enfin pour refaire des combats, des naumachies, en fait, des combats maritimes. Donc voilà, c'est aussi une clé d'entrée dans la vie de cour, dans la matérialité de cette vie des princes de la Renaissance. Et puis, évidemment, à l'heure où on s'interroge beaucoup sur la nature dans la ville, où on voudrait avoir des villes plus vertes, c'est une carte qui nous fait beaucoup réfléchir. Bah oui, c'est vrai que là, on a tellement de choses. Et la carte précédente, la carte précédente sur les châteaux, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, mais ce qu'on voit aussi, c'est que une grande partie des châteaux n'ont rien à voir avec les voies de communication, et que il y a un article d'un chercheur qui s'appelle son nom m'échappe à l'instant. On l'appellera le chercheur des châteaux. Qui montre que 50% des châteaux ne sont pas sur une voie de communication. Et il a une belle explication. Il dit on ne construit pas à partir de zéro, on ne construit pas un château à partir de zéro. Un château, c'est toujours le renforcement d'un établissement précédent, parce que le château se veut immémorial. Et au fait, effectivement, les routes n'ont pas été construites nécessairement à côté des maisons qui seront ensuite fortifiées. Donc il y a des logiques différentes de châteaux, dans la relation entre les châteaux et les routes qui sont vraiment intéressantes. C'est seulement avec les rois que les châteaux sont vraiment construits sur des lieux de communication. Et donc, dans cet atlas, il y a surtout, parce qu'on parle de cartes comme une évidence, parce qu'il y a le mot atlas, mais il y a énormément d'autres documents. Et ça, c'est très important de le dire. Hein. Il y a les cartes, il y a les plans, il y a les documents, l'iconographie. Et sur
ce type de double page de la France médiévale. Après, il y a le goût de l'archéologie et de la découverte à chaque fois, mais d'un seul coup, là, on peut que s'arrêter et on se dit, de quoi s'agit-il? Voilà. Ça, c'est en fait la double page qui suit la carte qui retrace la propagation de la peste en France, la grande peste. Celle qui arrive fin 1347, qui se propage en 1348. Voilà, donc la carte est très bien faite, plus précise en fait que les cartes que l'on avait auparavant. On voit très bien la propagation à partir des ports et à partir de Marseille. Le fait que la maladie se propage le long des axes routiers et fluviaux, là où les circulations des hommes, où les échanges sont denses, alors que les montagnes sont beaucoup plus préservées. Et les deux pages qui suivent permettent aussi, à la fois, vous voyez la très belle fresque de Lavaudieu, qui est assez célèbre. C'est une église, une petite église d'ailleurs de la Haute-Loire, où on voit à quel point la peste a frappé les hommes. On a une allégorie là de la peste qui tient des flèches qui vont percer les hommes, et on voit que toutes les catégories de la population, si vous regardez de part et d'autre de l'allégorie, sont touchées. On le voit par les vêtements, par les différents insignes qui sont portés. Donc une mort qui dévaste la population. C'est jusqu'à 40% de la population qui a été décimée, parfois beaucoup plus. On a des sites qui ont été aussi entièrement abandonnés, et ensuite des villages qui ont été abandonnés à la suite de la Grande Peste. Et alors j'aime beaucoup le schéma qui est en dessous, là. Et voilà, un schéma qui témoigne admirablement des capacités en fait des archéologues à transmettre simplement maintenant des réalités qui auraient été transmises avec beaucoup plus de complexité auparavant. Ce que vous voyez là, c'est le cimetière de Villarno, qui est un petit village en fait des Pyrénées-Orientales. Donc vous voyez l'église, et puis à chaque fois on a les sépultures. Alors en jaune, les sépultures médiévales non datées. En rose, les sépultures datées du XIIe au XVe siècle. Et puis en rose, pardon, là c'était du violet. En rose, vous voyez les sépultures en temps de peste. Et on voit, grâce aussi au texte qui accompagne, qu'on a des inhumations qui sont faites dans l'urgence, n'importe comment, parfois avec deux corps dans la même fosse. Et qui rappelle la manière dont la mort noire justement aussi a semé la panique dans les différents villages, dans les différents sites qu'elle touchait, et puis le manque de fossoyeurs, et il fallait enterrer au plus vite les corps. Donc là, je trouve qu'avec les élèves, on a aussi un document très précieux, très simple de lecture pour expliquer comment les archéologues travaillent et expliquer les effets très concrets de cette peste sur les communautés en fait paroissiales. Et le village fait partie des villages qui ont été abandonnés. Alors il y a eu aussi un siège après, c'est d'ailleurs expliqué dans la légende qui accompagne. Mais voilà l'exemple d'un village qui a été entièrement abandonné après la peste noire. Et puis là, on a aussi cette histoire qui s'étend à des histoires beaucoup plus proches de nous, où nous sommes, j'allais dire saturés de documents, mais ça n'a pas beaucoup de sens, mais où il y a beaucoup de documents. Et là, c'est aussi une autre manière de visiter, dans le cas qui nous intéresse, c'est la Première Guerre mondiale. Oui, mais c'est une manière de revisiter les guerres mondiales que nous enseignons beaucoup, dès l'élémentaire, mais encore plus en collège et dans les lycées, de rappeler l'ampleur des destructions, de bien matérialiser aussi les zones de combat. Donc là, vous avez une carte avec des gradations des zones entièrement détruites, ou alors de celles qui ont connu d'intenses destructions. Et puis, encore une fois, on voit les différents sites de fouilles qui ont pu être documentés par l'INRAP. On peut approcher la matérialité de la guerre, la transformation des paysages aussi par la guerre, avec les lignes de défense, les bunkers, les forts, les tranchées, les sites funéraires. C'est toujours très intéressant pour nous de travailler aussi sur les inhumations, sur les sites funéraires, sur la question
des restes humains aussi, hein, quand on retrouve des combattants, quand il faut essayer de leur redonner une identité, hein, ce sont des moments aussi de dialogue précieux avec nos classes. Il y a toujours des questions qui affleurent là-dessus. Et puis là, on a aussi sur la carte les différents lieux de mémoire, les hauts lieux de la mémoire de la Première Guerre mondiale. Moi, je la trouve très précieuse et très efficace, en fait, cette carte. Et puis, c'est vrai que le même phénomène apparaît sur la Seconde Guerre mondiale, avec là aussi cette réflexion qu'on peut avoir sur de l'histoire très contemporaine. Je reviens sur la captation de l'eau, cette histoire archéologique à travers un atlas. Vous l'avez compris, hein, on leur donne une carte, ils nous font 1h30 chacun. Donc on a réussi à en mettre quelques-unes. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas. Je ne sais pas si ça marche, les micros en bas, mais essayez, monsieur, allez-y. Alors le micro est tout en l'air, penchez-le vers vous. Ça marche. Superbe. C'est bon. Écoutez, moi j'avais deux questions qui étaient relatives aux angoisses du monde contemporain, ce qui peut paraître paradoxal par rapport à votre travail, évidemment, mais qui ne l'est pas, puisqu'il l'interroge. Et la question, la première, c'est est-ce que vous n'avez pas peur d'avoir créé un guide Michelin de l'archéologie française, et par là, est-ce que vous pensez que les sites vont rester durables s'ils sont trop fréquentés sous la double influence de votre livre et puis de la réduction de nos vacances en termes de CO2? Donc, ce sont des choses assez positives, mais est-ce que vous avez pensé à la durabilité des sites, enfin ceux qui sont préservés, parce que d'autres sont transformés, vous l'avez indiqué? Si j'écarte la partie humoristique, parce que si vous faites comme moi, on va perdre trop de temps, et que je pointe votre question, elle est essentielle. Elle est essentielle. Mais moi, je n'écris pas la loi, je ne fais que l'appliquer. En France, on a mis en place, il y a 20 ans, ce système d'archéologie préventive qui veut que le patrimoine est restitué par l'étude. Donc nous, quand on a fait ça, et c'est pas uniquement les données de l'INRAP, je l'ai dit tout à l'heure, il y a les données patrimoniales, le cimetière qu'on a vu de Villarnau, c'est des collègues des PO du service archéologique qui ont travaillé. Donc c'est l'atlas de l'archéologie nationale. Et donc la restitution, le porter à connaissance, non, moi je l'assume. Oui, on présente les sites, et ensuite, voilà, comme j'ai appris à travailler avec une flore, comme mon papa m'a appris à reconnaître les animaux, voilà, parfois pour les tuer, parfois pour les respecter, mais c'est pas parce qu'on connaît qu'on agit mal. Donc ça, c'est la première étape, c'est le porter à connaissance. Pour moi, plus il y a des gens qui connaîtront notre histoire, plus ils connaîtront notre patrimoine, plus on a de chances que les gens adhèrent. Voilà, ça c'est là. Après, la durabilité des sites est un sujet qui est très, très, très important. Et moi, le livre qui m'a ébloui, je vous dis ça parce qu'il paraît la semaine prochaine. Il y en a quelques exemplaires sur le stand de l'INRAP, mais c'est pas pour que vous l'achetiez. C'est le directeur actuel du parc archéologique de Pompéi, qui est un collègue allemand de grande qualité et qui s'est pas payé un bouquin avec plein d'images pour montrer en quoi Pompéi est beau, mais en quoi Pompéi est fragile, et qu'il assumait la fragilité pour en faire un outil pédagogique, pour en faire un outil social, pour en faire un outil économique. Et donc il a cette réflexion dans un petit essai qui fait 200 pages, qui paraît la semaine prochaine chez Alizio, Pompéi, la magie des ruines, qui répond à vos questions et qui pose d'autres questions sur lesquelles on devra nous réfléchir. Un site, il n'est pas fait pour être à l'œil nu, il n'est pas fait pour être transformé en carrefour, c'est tout ça. Moi, je pars du principe qu'il n'y a rien d'éternel et que ce qui peut être transmis, qui peut être éternel, c'est la connaissance. Donc voilà, je fais mon travail d'archéologue, j'essaie de transmettre, mais par contre, on n'est pas capable de conserver Notre-Dame de Paris, on n'est pas capable de conserver Vaison, et on n'est pas capable de conserver la grotte Cosquer. On est capable de s'émouvoir, mais on est capable de l'étudier, de transmettre, de partager aux personnes âgées et aux enfants. Et ça, peut-être, ça permettra d'être conservé. Mais il n'y a rien d'éternel sur ces sites-là, même s'il faut, bien entendu, tous les protéger. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, pardon. Est-ce que cet atlas est, d'une certaine façon, un complément à la carte archéologique de la Gaule, qui est une série d'ouvrages qui a été publiée il y a quelques années par département? Et puis j'aurais une question à poser à M. Garcia. Est-ce que c'est vous, archéologue, qui êtes au service des historiens, ou est-ce que c'est les historiens qui sont à votre service?
Non, je sais pas, on fait tous notre travail. Moi, je suis modeste. Hein, voilà, si je fais de l'archéologie, c'est parce que j'étais pas si bon que ça en latin, pas si bon que ça en grec. Et si je travaille sur la proto-histoire, c'est parce que j'arrive à m'émouvoir sur des objets et puis de faire confiance à des collègues qui en savent plus que moi, quoi. Voilà, certains disent que l'archéologie est un sport de combat. Pour moi, c'est un sport d'équipe. Donc voilà, seul, je suis incapable de rien. La preuve, c'est Atlas. Les autres ont tout fait, moi, j'ai fait le reste. Et ça, c'est le premier point. Et donc voilà, on est ce qu'on peut, quoi. Voilà, ça c'est le premier point. Sur la carte archéologique, alors là, vous faites mal là aussi sur un petit détail. Quand on a fait ce bouquin, je sais même pas si on l'a mis en bibliographie. C'est-à-dire ce qu'on appelle la carte archéologique, qui est menée par l'Institut. C'est pas comme ça qu'on y rentre en disant ça. Qui est portée par l'Institut de France, par l'Académie des inscriptions et des belles-lettres, est une carte sans carte, qui est un inventaire archéologique. Donc c'est tout ce qui existe en bibliographie, qui est vachement utile. Moi, j'ai produit avec mon collègue Laurent Schneider la première du département de l'Hérault. C'est la première dans laquelle justement on avait senti le besoin de nous de mettre une carte dans la carte. Les autres, c'est un inventaire. Donc c'est un outil. Un étudiant aujourd'hui, il va taper dans la carte archéologique parce qu'il aura la liste des sites qui ne sont pas hiérarchisés, de toutes les découvertes qui sont en bibliographie. Et là, on parlait tout à l'heure de toponyme. Si quelqu'un, en 1950, a appelé ce site avec tel nom, il y aura une notice. Si 30 ans après, une autre personne a appelé ce site d'un autre nom, il y aura une autre notice. Donc, il n'y a pas de hiérarchie, c'est le reflet de la bibliographie. Donc, c'est un outil utile, indispensable, fait par Michel Provost et qui, aujourd'hui, a couvert toute la France. Donc, c'est admirable. Mais c'est une carte sans carte, et c'est une carte qui ne problématise pas, vu que la grande mission de Michel Provost était de faire la recension de toute la bibliographie. Voilà, donc c'est tout autre. Mais du coup, je vous dis, on l'a presque oublié, je pense qu'on l'a pas mis en biblio, ce qui est pas bien, mais parce que, voilà, c'était effacé derrière tout ça. Oui, c'est ce que Claudia allait dire, ce que je voulais dire, il n'y a pas de problématisation dans la carte archéologique, alors que l'atlas est fondé sur différents problèmes. C'est en ce sens que c'est un atlas pour historiens, parce que on n'est pas simplement confronté à la matérialité des découvertes et à la multitude des découvertes, mais il y a un vrai discours problématique, pas thématique, mais problématique. Et c'est en ce sens que ces cartes sont incroyablement riches et très différentes de toutes les cartes archéologiques qu'on peut connaître par ailleurs. Oui. Monsieur. Oui, c'était par rapport à la disparition de la présence juive et son invisibilisation en Champagne. Alors j'avais une hypothèse, mais c'est juste une idée que j'ai eue à l'instant, donc il faudrait bien sûr la travailler. Est-ce que ça pourrait pas éventuellement avoir un rapport avec le Concile de Troyes en 129 et donc la création des Templiers qui se sont créés en 1927, mais qui étaient vraiment un petit groupe et qui se sont formalisés en 1129. Et qu'ensuite, après, 1314, 2 siècles plus tard, c'est la Syrie, donc ils sont dans le monde entier, mais tout commence en Champagne. Donc peut-être ceci pour expliquer cela. Ça, c'est juste une remarque que je n'ai pas travaillée, qui est juste une idée comme ça. Plus sérieusement, et tout en étant un peu taquin, avec un peu d'humour, aujourd'hui, par exemple, on n'emploie plus le mot Lapon. On emploie le mot Sami, puisque Lapland veut dire les porteurs de haillons. Les Chouars ne veulent plus qu'on les appelle les Jivaros, puisque Jivaro est un terme des colonisateurs espagnols qui veut dire stupide. Les Inuits et les Yupik ne veulent plus être appelés Esquimaux, puisque ça veut dire en gros bouffeurs de viande crue. Et de la même façon, et là je suis taquin, vous avez employé à plusieurs reprises le mot gaulois. Est-ce que ce n'est pas faire justement le point de vue romain? Alors bien sûr attention aux anachronismes que je vais faire, mais quand par exemple on parle de la Pax Romana, c'est un peu comme quand les États-Unis vont pacifier des pays. Donc on a un point de vue qui est toujours un point de vue romain, appuyé sur des textes romains. Comme vous citiez qu'on a de plus en plus de textes gaulois, est-ce que par exemple dans votre atlas vous avez le point de vue, je dirais, des Romains et le point de vue des Celtes. Enfin, attention à des peuples qui parlent les dialectes celtes. Alors si je pose la question, c'est parce que tout à l'heure, en creux, vous avez avoué que l'histoire des protestants n'était pas faite par les protestants, mais qu'il avait fallu passer par la réforme donc catholique, la contre-réforme catholique, pour expliquer les protestants. Donc là, je pose la question un peu taquine, est-ce qu'on n'explique pas les Celtes à travers un point de vue romain?
Et puis avec les Gaulois, c'est tellement complexe parce que c'est le mot de l'Antiquité qui traverse les siècles et coucou Napoléon III. Oui, non, il y a deux choses. Par rapport à des peuples contemporains et une mode actuelle, moi je suis prêt à appeler les peuples contemporains comme ils veulent qu'ils se nomment. Voilà, ça c'est la première chose. Donc voilà, pour des populations contemporaines, elles veulent qu'on les appelle comme ça, ben, moi je veux bien les appeler comme ça si elles veulent me répondre. Donc là, il n'y a pas de souci, on l'écarte. Pour les périodes anciennes, je nomme les peuples avec les noms qui m'auront été transmis. Donc effectivement, quand on travaille avec la guerre des Gaules dans la main, bah, on appelle ces populations les Gaulois, qui d'après César s'appelaient eux-mêmes les Celtes, et puis parce qu'il le voyait lui, parce qu'il ne faisait pas de l'anthropologie à une échelle large, et quand on se rapproche, ou quand ils sont confrontés, ben, on a des noms des peuples, des Sécobriges, des Éduins, etc. Donc c'est une question d'échelle. Effectivement, pour ces populations anciennes, on a des noms qui étaient portés par les personnes elles-mêmes, et puis on a des noms qui étaient portés par les autres. Je regarde Claudia, les Grecs disaient pas on était Grecs, les Romains disaient pas forcément qu'ils étaient Romains eux-mêmes en permanence. Donc c'est les noms qu'on utilise nous. Et en revanche, les populations pouvaient s'appeler d'une manière tout autre. Et moi, j'utilise les noms qui ont été transmis. Voilà. Mais il est évident, ne serait-ce que pour les Gaulois, voilà, le terme de Gaulois, en gaulois, veut dire vaillant, fortiche, costaud. Ça marche ? C'est pas mal, c'est pas mal. César, quand il les appelait comme ça, c'était pas pour dire je parle avec des costauds, c'est parce que lui, il avait utilisé le mot gaulois, et très probablement, ces costauds, ces Gaulois-là, étaient des Gaulois qui s'étaient trouvés plutôt dans les Alpes, dans le nord de l'Italie, et qui ont été les premiers en contact. C'est-à-dire qu'en fin de compte, en limite du monde civilisé, entre guillemets, des Romains ont été en contact avec des barbares qui ont dit nous, on est les Gaulois, et donc à partir de là, la géographie s'est étendue à tout cet espace comme étant des Gaulois. Il est très probable que dans d'autres parties de la Gaule, les gens ne voyaient pas Gaulois et ne s'appelaient pas Gaulois. Mais aujourd'hui, voilà, on fait l'histoire avec les outils qu'on a, dont ce qu'on a pu en dire les conquérants romains. Claudia, il ne se voyait pas Gaulois au sens unitaire du terme non plus, évidemment. Et c'est ça qui est magnifique. C'est la façon dont Rome, enfin magnifique dans l'histoire, hein, comme un processus historique, c'est l'unification par Rome et du territoire et de la population. Mais il y a une carte très intéressante dans l'Atlas sur l'influence de ce qu'ils appellent la civilisation celtique. J'emploierai pas le mot civilisation parce qu'en fait, c'est pas unifié totalement, même culturellement. Mais il y a une carte qui montre bien, avant la conquête romaine, cette sphère d'influence d'une culture, en tout cas celtique, très vaste, hein, qui part de la péninsule ibérique et qui va jusque vraiment à l'intérieur de l'Europe centrale et l'Europe de l'Est, et qui montre bien justement la façon dont, l'existence, à travers aussi la langue, à travers les contacts avec les Étrusques, les Carthaginois, etc. On voit bien quand même, avant la conquête romaine, l'implantation de cultures complètement différentes. Donc c'est une carte vraiment intéressante. Je termine juste, Joël, parce qu'on va falloir qu'on quitte, mais c'est vrai que c'est toute la question de la transmission, hein. On est obligé de simplifier pour transmettre, et c'est un équilibre très délicat auprès des plus jeunes. Et l'Atlas, par exemple, moi je l'ai vécu comme ça. C'est-à-dire, on est à la pointe de la recherche, et en même temps, il y a le mot vulgarisation, il est complexe à utiliser, mais pour moi c'est très important, cette transmission, savoir adapter plusieurs langages pour plusieurs publics. Oui, c'est absolument déterminant. Et à partir justement de cette vulgarisation, on peut reprendre, enrichir avec des textes. Et par exemple, si on revient à la question de la présence des communautés juives, on a toute la législation qu'on connaît très très bien, par exemple royale contre les Juifs au XIIIe siècle, mais notamment sous Saint-Louis, enfin sous Louis IX. Voilà. Merci à toutes et à tous. L'Atlas, vous le retrouvez au stand de l'INRAP. Et merci aux trois intervenants, Claudia, Joël et Dominique.